Monsieur, votre fille est vivante. Donnez-moi un vêtement à elle, pour que mon chien puisse suivre sa piste. Jean-Luc Dubois appuyait son front contre la pierre tombale glacée, tandis que ses larmes tombaient sur le marbre gris. 2 ans s'étaient écoulés depuis que sa vie avait basculé, mais la douleur restait aussi intense que le premier jour. C'est alors qu'il sentit un petit tapotement sur son épaule. En se retournant, il vit un garçon d'environ 12 ans, portant une casquette usée et des vêtements simples. À côté de lui, une chienne blanche de taille moyenne remuait la queue et l'observait avec des yeux intelligents. « Vous êtes le papa de Camille, n'est-ce pas ?» demanda le garçon d'une voix ferme. Jean-Luc sursauta. Comment ce garçon connaissait-il le nom de sa fille? « Monsieur, votre fille est vivante. Donnez-moi un vêtement à elle pour que mon chien puisse suivre sa piste, dit le garçon sans détour en désignant la chienne. « Tu es fou, petit ?» Jean-Luc se leva brusquement, ressentant un mélange de rage et de désespoir. « Ma fille est ici, enterrée depuis 2 ans. Comment oses-tu venir ici? Et elle aimait dessiner des papillons, n'est-ce pas ?» l'interrompit le garçon. Et elle avait une poupée appelée Pompon qu'elle emmenait partout. Jean-Luc resta de glace. Ces détails n'étaient nulle part, ni dans les journaux qui avaient couvert l'affaire, ni dans les documents officiels. « Qui es-tu » murmura-t-il. « Je m'appelle Louis, mais vous pouvez m'appeler Loulou. Et voici Lune, » dit-il en caressant la chienne. « Nous cherchons des personnes. »« Des personnes » répéta Jean-Luc encore confus. « Des personnes disparues. Lune a un très bon flair. Elle a été entraînée par un monsieur qui travaillait dans la police avant, monsieur Martin. Il habite là, bas, dans mon quartier. » Jean-Luc regarda le garçon avec un mélange d'incrédulité et de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Mais il écarta rapidement ce sentiment. Il ne pouvait pas se permettre de croire à nouveau. « Ma fille n'a pas disparu. Elle est décédée dans un accident. J'ai moi-même vu quand ils ont ramené le corps de l'hôpital. »« Êtes-vous sûr ?» Loulou croisa les bras. « Vous avez vu son visage ?» Jean-Luc hésita. La vérité était qu'il n'avait pas pu regarder. Le cercueil était fermé. Ils avaient dit que c'était mieux ainsi, que cela préserverait ses derniers souvenirs de la petite fille. « Écoutez, je sais que cela doit être difficile à croire, mais Lune a flairé par ici hier, et elle est devenue très agitée près de cette tombe. Elle ne se met ainsi que lorsqu'elle sent quelqu'un qui respire encore. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons maintenant. Continuons. » Jean-Luc sentit ses jambes trembler. Ce ne pouvait être vrai. 2 ans de deuil, de culpabilité, d'une vie qui n'était devenue qu'une succession de jours vides. « Comment sais-tu ces choses sur Camille ?» demanda-t-il en essayant de garder la voix ferme. « Parce que je l'ai vue, monsieur. Je veux dire, je crois que je l'ai vue. Il y a environ 3 mois, j'étais avec Lune à la recherche du chat de Madame Bernard, qui s'était échappé quand nous sommes passés devant une maison là-bas, dans le quartier des Charmilles. Lune s'est arrêtée devant le portail et a commencé à gémir. J'ai regardé et j'ai vu une petite fille blonde jouer dans le jardin. Une petite fille blonde? Jean-Luc sentit son cœur s'accélérer. Elle était seule, dessinant par terre avec un bâtonnet. Quand elle m'a vu, elle m'a salué de la main. Je lui ai rendu son salut, mais alors une femme est sortie de la maison et l'a fait rentrer très vite. La femme m'a regardé avec un visage effrayé. « Es-tu sûr que c'était elle ?»« C'est pour ça que j'ai besoin d'un vêtement à elle, monsieur. Lune peut distinguer l'odeur de chaque personne, même après beaucoup de temps. Si c'est bien elle, Lune le saura. » Jean-Luc passa les mains dans ses cheveux grisonnants. À 42 ans, il semblait avoir vieilli d'une décennie depuis qu'il avait perdu Camille ou depuis qu'il avait cru l'avoir perdue. Même si c'était vrai, qu'est-ce que tu veux en échange? Rien, monsieur. Loulou baissa les yeux. J'ai aussi perdu quelqu'un, ma sœur aînée Florence. Elle a disparu il y a 4 ans quand elle avait 15 ans. Ils ne l'ont plus jamais retrouvée. J'ai promis que j'aiderais d'autres familles à retrouver ceux qu'ils ont perdus. La sincérité dans la voix du garçon toucha quelque chose de profond dans la poitrine de Jean-Luc. Il regarda à nouveau la pierre tombale, vers la photo de Camille, souriante à seulement 6 ans. « Comment avez-vous su que je viens ici? Je travaille parfois au cimetière. J'aide monsieur Jean avec l'entretien. Vous venez ici tous les dimanches depuis que j'ai commencé à travailler ici. Il m'a fallu du temps pour trouver le courage de vous parler. » Jean-Luc observa le garçon avec plus d'attention. Il était mince, avec des traits qui trahissaient une vie difficile, mais ses yeux brillaient d'une détermination que Jean-Luc reconnut. C'était la même détermination qu'il avait lui-même quand il était jeune et construisait son entreprise de zéro. « Si je donne un vêtement d'elle à ta chienne, que se passe-t-il ensuite? Si Lune confirme que c'est l'odeur de votre fille,
Nous suivrons la piste jusqu'où elle nous mènera. L'une peut traquer des odeurs anciennes, mais plus c'est frais, mieux c'est. Et si ce n'est pas elle, alors je vous présente mes excuses pour vous avoir donné de faux espoirs, et je m'en irai. Jean-Luc ferma les yeux et respira profondément. 2 ans à vivre dans l'obscurité, à accepter une version des faits qui ne l'avait jamais entièrement convaincu. Peut-être était-il temps de chercher la vérité, même si cela faisait encore plus mal. Où habites-tu? Dans le quartier de la Butte, monsieur, je vis avec ma grand-mère, Madame Leclerc. Et cet ami policier? Monsieur Martin habite dans la rue en dessous. Il a appris à l'une à traquer. Il a dit qu'elle avait un talent naturel. Jean-Luc prit une décision qui changerait tout. D'accord, je vais chercher un vêtement à elle. Mais si c'est une sorte de tromperie, ce n'est pas une tromperie, monsieur. Je veux juste aider. 40 minutes plus tard, Jean-Luc garait sa berline noire de luxe devant la maison, où il vivait seul depuis la séparation, la maison qui était devenue un mausolée pour les souvenirs de Camille. La chambre de la petite fille était restée exactement comme il l'avait laissée le matin de ce dimanche fatidique. Les jouets éparpillés, les dessins collés au mur, le lit encore défait comme si elle allait revenir à tout moment pour dormir. Jean-Luc ouvrit l'armoire et prit la petite robe bleue à fleurs jaunes qui était la préférée de Camille. Elle insistait pour la porter au moins 1 fois par semaine. Elle gardait encore un léger parfum du savon pour enfants qu'elle utilisait. Quand il revint au cimetière, Loulou et Lune l'attendaient patiemment sous un arbre. Le garçon se leva dès qu'il le vit s'approcher. « Je l'ai apporté », dit Jean-Luc en tendant la robe. Loulou prit le vêtement avec soin et l'offrit à Lune pour qu'elle le sente. La chienne renifla intensément, puis leva la tête et commença à remuer la queue avec excitation. « Elle l'a reconnu », sourit Loulou. Lune ne se met ainsi que lorsqu'elle trouve l'odeur qu'elle cherche. « Et maintenant, nous allons au quartier des Charmilles. Lune, cherche. » La chienne baissa immédiatement son museau et commença à renifler le sol autour de la sépulture. Après quelques minutes, elle aboya 1 fois et commença à marcher vers la sortie du cimetière. Jean-Luc sentit son cœur s'accélérer. Était-il possible que sa fille soit vivante après 2 ans, à croire qu'elle était partie pour toujours? Ils suivirent Lune dans les rues de la ville. La chienne semblait déterminée, s'arrêtant occasionnellement pour renifler les poteaux et les coins, mais reprenant toujours une direction spécifique. « Comment as-tu appris à traquer les gens ?» demanda Jean-Luc pendant qu'il marchait. « Quand ma sœur a disparu, je suis devenu fou à la chercher. Monsieur Martin m'a vu pleurer un jour et a dit qu'il pouvait m'apprendre certaines choses. Il avait une chienne avant Lune Étoile, qui était une spécialiste dans ce domaine. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est devenue vieille et elle est partie. Alors il a entraîné Lune. Il a dit qu'elle avait encore plus de talent qu'Étoile. Ils marchèrent pendant près d'1 heure jusqu'à atteindre le quartier des Charmilles, un quartier de classe moyenne-basse avec des maisons simples et des rues étroites. Lune les guida sur plusieurs pâtés de maisons, jusqu'à s'arrêter devant une maison jaune avec des grilles blanches. « C'est ici, » dit Loulou. « C'est dans cette maison que j'ai vu la petite fille. » Jean-Luc regarda la construction. C'était une maison ordinaire, avec un petit jardin à l'avant et du linge étendu dans la cour. Lune était visiblement agitée, reniflant intensément le portail et aboyant doucement. « Es-tu sûr ? Lune ne se trompe pas. Si elle est comme ça, c'est parce que l'odeur de votre fille est forte ici. » Jean-Luc s'approcha du portail et regarda à travers les grilles. Le patio était vide, mais il pouvait voir des jouets éparpillés, une poupée, des crayons de couleur, un carnet de dessin. Son cœur s'arrêta presque quand il vit un dessin collé sur le réfrigérateur qui était visible par la porte arrière. C'était un dessin de papillon, exactement comme ceux que Camille avait l'habitude de faire. « Je dois entrer là-dedans », dit-il d'une voix tremblante. « Calmez-vous, monsieur. Vous ne pouvez pas simplement envahir. Nous allons frapper à la porte et parler avec la personne qui vit ici. » Jean-Luc respira profondément, essayant de contrôler son anxiété. Loulou avait raison. Il devait garder son calme. Ils frappèrent à la porte principale. Après quelques minutes, une femme d'environ 50 ans apparut. Elle avait les cheveux gris relevés en chignon et portait un tablier fleuri. « Bonsoir », dit la femme en regardant les deux avec méfiance. « Bonsoir, madame. Mon nom est Jean-Luc. Voici Loulou. Nous cherchons ma fille qui a disparu il y a 2 ans. » 3. La femme pâlit visiblement. « Je suis désolé, mais je ne peux pas aider. Il n'y a que moi et mon mari qui vivons ici. Cela ne vous dérangerait pas si notre chienne reniflait un peu par ici ?» Loulou montra Lune qui était toujours agitée. « Elle est entraînée pour trouver des personnes. »« Non, vous ne pouvez pas. Vous devez partir. » La femme tenta de refermer la porte, mais Jean-Luc l'en empêcha. « S'il vous plaît, juste 1 minute. S'il n'y a rien ici, nous partirons et ne vous dérangerons plus. J'ai déjà dit non. Vous n'avez pas le droit d'être ici. » À ce moment-là,
Une voix enfantine cria de l'intérieur de la maison. « Tante Estelle, je peux jouer dans le jardin ?» Jean-Luc sentit toutes ses forces l'abandonner. C'était la voix de Camille. Il reconnaîtrait cette voix n'importe où dans le monde. « Camille !» cria-t-il. « Camille, c'est ton papa !» La femme tenta de refermer la porte avec force, mais Jean-Luc la poussa et entra dans la maison. « Camille, Camille, où es-tu » Il courut dans le salon, regardant toutes les pièces. Loulou le suivit avec l'une qui aboyait de plus en plus fort. « Sortez de ma maison, je vais appeler la police !» criait la femme. Jean-Luc ouvrit la porte d'une des chambres et sa vie changea pour toujours. Elle était là, Camille, sa petite fille, vivante, assise sur le lit, jouant avec une poupée qu'il ne reconnaissait pas. Quand elle le vit, ses yeux s'écarquillèrent démesurément. « Papa !» dit-elle comme si elle ne croyait pas ce qu'elle voyait. « Ma fille !» Jean-Luc tomba à genoux et l'étreignit de toutes ses forces, pleurant comme il n'avait jamais pleuré de sa vie. « Ma fille, tu es vivante! Tu es vivante !» Camille le serra en retour, mais Jean-Luc remarqua qu'elle semblait confuse, effrayée. « Papa, pourquoi tu n'es pas venu me chercher avant? Tante Estelle a dit que tu ne m'aimais plus. » Jean-Luc sentit une fureur homicide monter en lui, mais il se força à rester calme pour Camille. « Ce n'est pas vrai, mon amour. Papa t'a cherché tous les jours. Tous les jours. Mais maman a dit. Qu'est-ce que maman a dit? Elle a dit que tu étais occupé et que je devais rester ici avec tante Estelle un certain temps. » Jean-Luc regarda Loulou qui observait tous les yeux humides. Puis il regarda la femme qui était appuyée contre le mur, visiblement terrifiée. « Où est mon ex-femme? » « Je ne sais pas. Elle a amené la petite ici et a dit que c'était temporaire. C'était il y a presque 2 ans. »« Temporaire ?» Jean-Luc se leva, portant toujours Camille dans ses bras. « Et vous avez trouvé normal qu'une mère laisse sa fille chez une étrangère pendant 2 ans? Elle payait bien et elle a dit qu'elle avait des problèmes avec vous, que vous étiez violent. »« Violent ?» Jean-Luc faillit crier. « Je n'ai jamais levé le doigt sur ma fille, ni sur mon ex-femme. » Camille commença à pleurer, effrayée par les voix fortes. « Tout va bien, mon amour. » Jean-Luc la consola. « Papa n'est pas en colère contre toi. Papa est très heureux de t'avoir retrouvé. »« Monsieur, » s'approcha Loulou, « je crois qu'il vaut mieux sortir d'ici et ramener Camille à la maison. Ensuite, nous réglerons le reste. » Jean-Luc acquiesça. La priorité était de sortir sa fille de là et de la mettre en sécurité. « Camille, tu veux rentrer à la maison avec papa? Je peux emmener Pompon ?» demanda-t-elle, montrant une poupée différente de celle dont il se souvenait. « Bien sûr, mon amour, tu peux emmener tout ce que tu veux. » Pendant que Camille rassemblait ses affaires, Jean-Luc se tourna vers la femme. « Comment vous appelez-vous? »« Estelle. Estelle Martin. Estelle. Je vais découvrir toute la vérité sur cela. Vous allez me raconter tout ce que vous savez, mais pour l'instant, je veux juste ramener ma fille à la maison. S'il vous plaît, ne me dénoncez pas. Je ne faisais qu'aider. Son ex-femme a dit que c'était seulement pour un temps. Où puis-je la trouver? Je ne sais pas. Elle a changé de numéro de téléphone il y a des mois. Elle ne venait ici que de temps en temps pour voir la petite. » Jean-Luc prit Camille dans ses bras à nouveau et se dirigea vers la porte. Loulou l'accompagna avec l'une. « Merci, » dit Jean-Luc à Loulou quand ils sortirent de la maison. « Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais jamais retrouvé ma fille. Je vous avais dit que j'allais vous aider, monsieur. That cast to find the lake and the lingo best of Whedon. Comment puis-je te remercier pour ça? Vous n'avez pas besoin de me remercier. Juste de bien prendre soin d'elle. » Jean-Luc regarda le garçon de 12 ans qui avait changé sa vie pour toujours. Un enfant qui, malgré son jeune âge et les difficultés, consacrait son temps à aider les autres. « Loulou, tu as où loger? »« Oui, monsieur. Je vis avec ma grand-mère et elle est en bonne santé, plus ou moins, mais elle ne peut pas beaucoup travailler. » Jean-Luc eut une idée. « Et si toi et ta grand-mère veniez vivre avec Camille et moi? Ma maison est grande, il y a suffisamment d'espace. Et Camille aura besoin d'amis après tout ce qui s'est passé. » Loulou esquissa un énorme sourire. « Sérieusement, monsieur? » »« Très sérieusement. Vous êtes de la famille maintenant. » Sur le chemin du retour, Camille s'endormit sur le siège arrière de la voiture. Jean-Luc conduisait en silence, traitant encore tout ce qui s'était passé. Sa fille était vivante. Après 2 ans de deuil, elle était vivante et en sécurité. Mais maintenant, il devait comprendre ce qui s'était réellement passé. Pourquoi Sophie, son ex-femme, avait-elle fait cela? Pourquoi avait-il simulé la mort de Camille? Et surtout, qui d'autre était impliqué dans cette farce? Quand ils arrivèrent à la maison, Jean-Luc coucha Camille dans sa propre chambre. Elle était épuisée et confuse. Elle avait besoin de temps pour tout traiter. « Loulou, tu veux appeler ta grand-mère et lui raconter pour le déménagement? Je peux utiliser votre téléphone? »
Jean-Luc tendit l'appareil au garçon et alla à la cuisine préparer quelque chose à manger. Sa tête tournait à 1000 à l'heure. Il devait prendre des décisions importantes. Premièrement, il allait chercher un avocat. Deuxièmement, il allait engager un détective privé pour découvrir toute la vérité. Troisièmement, il allait chercher son ex-femme et lui exiger des explications. Mais avant toute chose, il devait prendre soin de Camille. Elle aurait probablement besoin d'un suivi psychologique après tout ce qu'elle avait vécu. « Monsieur Jean-Luc » Loulou entra dans la cuisine. « Ma grand-mère veut vous parler. » Jean-Luc prit le téléphone. « Bonsoir, je suis Madame Leclerc, la grand-mère de Louis. Il m'a raconté ce qui s'est passé. Êtes-vous sûr de votre proposition, monsieur ?»« Absolument, Madame Leclerc. Louis m'a sauvé la vie aujourd'hui. C'est le moins que je puisse faire. Mais nous sommes des gens simples, monsieur. Nous ne voulons pas vous déranger. Vous ne me dérangerez absolument pas. En fait, vous m'aiderez beaucoup. Ma fille aura besoin d'affection et d'attention. Et j'ai besoin de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Dans ce cas, j'accepte. Quand pouvons-nous emménager ? Quand vous voulez. Même demain, si c'est possible. » Après avoir raccroché, Jean-Luc regarda Loulou. « Ta grand-mère a accepté. Merci, monsieur Jean-Luc. Vous changez nos vies. C'est vous qui avez changé la mienne. » Cette nuit-là, Jean-Luc ne put dormir. Il resta assis dans le fauteuil à côté du lit, observant Camille respirer. Il lui semblait encore irréel qu'elle soit là, vivante et en sécurité. Le matin, elle se réveilla effrayée, comme si tout n'avait été qu'un rêve. « Papa, je suis là, mon amour. Je peux rester avec toi maintenant ? Pour toujours, ma fille. Nous ne nous séparerons plus jamais. »« Et maman ?» Jean-Luc hésita. Comment expliquer à une petite fille de 8 ans que sa propre mère l'avait abandonnée ? « Maman, elle a fait de mauvaises choses, mais l'important est que tu sois avec moi maintenant. Elle ne m'aime plus ? Je ne sais pas, mon amour. Mais moi, je t'aime beaucoup, et je t'aimerai toujours. » Camille acquiesça et se blottit dans les bras de son père. Jean-Luc sentit qu'il aurait beaucoup de travail devant lui pour reconstruire la confiance et la sécurité de sa fille. Plus tard ce matin-là, Loulou arriva avec sa grand-mère, Madame Leclerc, une dame d'environ 70 ans, petite et souriante. « Enchanté, monsieur Jean-Luc. Merci de nous ouvrir votre maison. Le plaisir est pour moi, Madame Leclerc. La maison est devenue très vide après que j'ai cru avoir perdu ma fille. » Camille se cacha derrière son père quand elle vit les visiteurs. « Camille, ce sont nos nouveaux amis. C'est Loulou qui m'a aidé à te trouver, et c'est grand-mère Leclerc. » Loulou s'agenouilla à la hauteur de la petite fille. « Bonjour, Camille. Tu te souviens de moi ?» Elle fit signe de la tête négativement. « Lune et moi t'avons cherché longtemps. Ton papa pleurait beaucoup parce que tu lui manquais. C'est vrai ?» Elle regarda Jean-Luc. « C'est vrai, mon amour. Papa pleurait tous les jours. Je suis désolé, papa. Je ne voulais pas que tu sois triste. » Jean-Luc sentit ses yeux se remplir de larmes à nouveau. « Tu n'es coupable de rien, Camille. Rien de tout cela n'est de ta faute. » Madame Leclerc s'approcha lentement. « Quelle jolie petite fille. Louis m'a dit que tu aimais dessiner des papillons. » Camille acquiesça timidement. « Tu veux dessiner avec moi ? Je sais aussi faire des papillons. » Pour la première fois depuis qu'il l'avait retrouvée, Jean-Luc vit Camille sourire. Les jours suivants furent des jours d'adaptation. Camille était clairement traumatisée, mais peu à peu elle commença à s'ouvrir avec sa nouvelle famille. Loulou fut fondamental dans ce processus, car il était proche de son âge et parvenait à communiquer d'une manière que les adultes ne pouvaient pas. Jean-Luc prit rendez-vous avec une psychologue pour enfants et commença l'enquête sur ce qui s'était réellement passé 2 ans auparavant. Il engagea Victor Durand, un détective privé recommandé par son avocat. Victor était un ancien policier expérimenté dans les affaires de personnes disparues. « Monsieur Jean-Luc, j'aurais besoin de tous les détails sur le jour où votre fille est censée être décédée. » Jean-Luc raconta tout ce dont il se souvenait. Sophie l'avait appelé hystérique en disant que Camille avait eu un accident et qu'on l'avait emmenée à l'hôpital. Quand il était arrivé là-bas, elle était aux soins intensifs. Quelques heures plus tard, les médecins étaient sortis et avaient dit qu'elle n'avait pas résisté. « Vous avez vu le corps ? » « Non. Sophie a dit qu'il valait mieux que je garde les derniers bons souvenirs de Camille et les funérailles, cercueil fermé. Sophie a tout organisé. J'étais sous le choc. J'ai laissé qu'elle s'occupe de tous les détails. Êtes-vous sûr qu'il y avait un corps dans le cercueil ? » Jean-Luc sentit un frisson. « Non, je n'y ai jamais pensé. Comment a-t-elle réussi à falsifier la situation à l'hôpital ? Nous allons le découvrir. J'ai besoin des noms de tous les médecins et infirmières impliqués. » Jean-Luc transmit toutes les informations qu'il avait. Victor promit de commencer l'enquête immédiatement. 2 jours plus tard, Victor appela avec les premières découvertes. « Monsieur Jean-Luc, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant.
Le médecin qui a signé le certificat, le docteur Serge Leroy, a été licencié de l'hôpital 3 mois après l'affaire de votre fille. Pourquoi? Irrégularité dans la documentation, suspicion de falsification de rapport. Avez-vous réussi à lui parler? Pas encore, mais j'ai déjà localisé où il travaille maintenant. C'est dans une clinique privée dans le sud de la ville. Et les infirmières, l'une d'elles, Sophie Moreau, a démissionné à la même époque. J'ai son adresse. Jean-Luc sentit qu'ils étaient sur la bonne voie. Quand pouvons-nous leur parler? Demain même, si vous voulez. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons maintenant. Continuons. Le lendemain matin, Jean-Luc et Victor se dirigèrent vers la maison de Sophie Moreau. C'était une résidence simple, dans un quartier de la périphérie. Sophie, une femme d'environ 40 ans, ouvrit la porte avec le visage de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis longtemps. « Sophie Moreau ?» demanda Victor. « Oui, que voulez-vous? Nous sommes des enquêteurs. Nous enquêtons sur des irrégularités à l'hôpital Saint-Martin concernant des affaires d'il y a 2 ans. » La femme pâlit. « Je n'ai rien à dire. »« Sophie !» Jean-Luc s'approcha. « Mon nom est Jean-Luc Dubois. Vous avez pris soin de ma fille Camille le jour où elle est censée être décédée. Je ne me souviens pas. S'il vous plaît. » Jean-Luc sortit une photo de Camille de sa poche. « Nous voulons juste comprendre ce qui s'est passé. Ma fille est vivante. Nous l'avons trouvée il y a 1 semaine. » Sophie regarda la photo et commença à trembler. « Elle est vivante? » « Oui, s'il vous plaît. Racontez-moi ce qui s'est passé ce jour-là. » Sophie regarda autour d'elle comme pour vérifier que personne ne les observait. « Entres vite. » Ils entrèrent dans le salon simple. Sophie offrit du café et s'assit dans un vieux fauteuil. « Je savais que ce jour arriverait, » dit-elle en soupirant profondément. « Qu'est-ce qui s'est passé, Sophie? » « Le docteur Serge m'a cherché ce matin-là. Il a dit que je gagnerais 5 000 € si je l'aidais dans un cas spécial. »« Spécial, comment ?» Il a dit qu'une mère était désespérée de cacher sa fille à son ex-mari violent et que la seule façon était de simuler la mort de la petite. « Et vous l'avez cru? » À l'époque, oui. Il m'a montré des photos d'une femme blessée. Il a dit que l'ex-mari allait continuer à la battre, elle et la fille, s'il ne faisait rien de drastique. « Quelles photos ?» Des photos de Sophie avec des bleus sur le visage et les bras. Jean-Luc sentit son sang se glacer. Sophie savait toujours qu'il ne lèverait jamais la main contre elle, ou contre Camille. Les photos étaient fausses. Et quel était votre rôle là-dedans? Je devais confirmer la version du docteur Serge quand vous arriveriez à l'hôpital. Dire que la petite avait subi de graves blessures et qu'elle n'avait pas résisté. Mais il n'y avait pas de petite fille. Non, Sophie a amené Camille à l'hôpital, mais elles sont sorties par la porte arrière pendant que vous entriez par la porte d'entrée. Et après, le docteur Serge a falsifié tous les documents, certificats, rapport médical, tout. Le cercueil des funérailles était vide. Jean-Luc eut envie de vomir. 2 ans de sa vie gâchés par un mensonge aussi élaboré. Pourquoi me racontez-vous cela maintenant? Parce que je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. Et parce que si la petite est vivante, elle mérite d'être avec son vrai père. Savez-vous où je peux trouver le docteur Serge? Il travaille dans une clinique dans le quartier du Marais, clinique de la Renaissance. Victor nota toutes les informations. Sophie, auriez-vous le courage de répéter cela dans une déclaration officielle, si c'est pour rendre justice? Oui. Ils sortirent de la maison de Sophie et se dirigèrent directement vers la clinique de la Renaissance. Jean-Luc était déterminé à entendre la version du docteur Serge. La clinique était petite, mais bien entretenue. À l'accueil, ils demandèrent à parler au docteur Serge Leroy. « Il est en consultation. Avez-vous rendez-vous? »« C'est urgent, » dit Victor en montrant sa carte d'enquêteur. « C'est au sujet d'une ancienne affaire. » La réceptionniste devint nerveuse et alla appeler le médecin. Le docteur Serge apparut quelques minutes plus tard. C'était un homme d'environ 50 ans, les cheveux grisonnants et des lunettes à monture. « En quoi puis-je vous aider? »« Docteur Serge, je dois vous parler de Camille Dubois, » dit Jean-Luc. Le médecin resta figé pendant quelques secondes, puis se ressaisit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, maître. » Victor s'approcha. « Nous avons déjà parlé avec Sophie Moreau. Nous connaissons tout le stratagème, docteur. » Serge regarda autour de lui. Il vit que d'autres patients écoutaient la conversation. « Allons parler dans mon cabinet. » Ils suivirent le médecin jusqu'à une petite salle à l'arrière de la clinique. « Qu'est-ce que vous voulez? »« La vérité, » dit Jean-Luc. « Pourquoi avez-vous aidé mon ex-femme à simuler la mort de ma fille? » « Écoutez, je n'ai pas eu le choix. Elle a dit que vous étiez violent, que vous la frappiez, elle et la petite. C'est un mensonge. Comment aurais-je pu le savoir? Elle avait des preuves, des photos de blessures, des photos fausses.
Je n'ai jamais levé le doigt sur ma famille. Le docteur Serge baissa la tête. Elle m'a offert 20 000 euros. Je traversais des difficultés financières à l'époque. Et il ne vous est pas venu à l'esprit de vérifier si l'histoire était vraie? Elle semblait désespérée et a dit que ce n'était que temporaire, que dans quelques mois, elle ferait ressusciter la petite et déménagerait dans un autre département. Mais c'était il y a 2 ans. Je sais. Après avoir fait cela, elle a disparu. Elle a changé son numéro de téléphone. Je n'ai plus pu la contacter. Où puis-je la trouver? Je n'en ai aucune idée. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, c'était il y a 1 an. Une connaissance a dit qu'elle vivait avec un homme à Lyon. Quel homme? Je ne connais pas le nom. Je sais juste qu'il a de l'argent et qu'il n'aime pas les enfants. Jean-Luc commença à comprendre la situation. Sophie avait trouvé une relation avec quelqu'un qui n'acceptait pas Camille. Au lieu de perdre l'homme, elle avait préféré abandonner sa fille. « Docteur, avez-vous une idée de ce que vous avez fait? Vous avez détruit ma vie pendant 2 ans. Je sais et je le regrette tous les jours. Si ça peut servir à quelque chose, je peux signer une confession complète. » Victor prit un papier et un stylo. « Vous pouvez commencer à écrire. » Pendant que le docteur Serge rédigeait la confession, Jean-Luc appela son avocat et lui raconta tout ce qu'il avait découvert. « Jean-Luc, avec ces confessions, vous avez suffisamment de matériel pour poursuivre Sophie ainsi que les personnes impliquées dans le stratagème. Ce que je veux maintenant, c'est trouver Sophie et exiger qu'elle m'explique tout cela personnellement. Je vais engager un enquêteur à Lyon pour la localiser. Merci, maître François. Toute nouveauté, vous m'appelez. » Jean-Luc raccrocha et se tourna vers Victor. « Avons-nous suffisamment de matériel? » « Plus que suffisant. Avec les témoignages de Sophie et du docteur Serge, nous pouvons prouver toute la supercherie. Et maintenant, nous allons rentrer à la maison et prendre soin de Camille. Le reste se résoudra petit à petit. » Quand ils arrivèrent à la maison, Jean-Luc trouva une scène qui lui réchauffa le cœur. Camille, Loulou et Madame Leclerc étaient dans le salon, dessinant ensemble. L'une dormait aux pieds de Camille. « Papa !» Camille courut l'embrasser. « Regarde ce que j'ai dessiné. » C'était un dessin de la nouvelle famille. Jean-Luc, Camille, Loulou, Madame Leclerc et Lune, tous se tenant la main devant une maison. C'est magnifique, mon amour. Grand-mère Leclerc m'a appris à dessiner des personnes, et Loulou m'a raconté comment Lune m'a trouvé. Et qu'as-tu pensé de cette histoire? J'ai trouvé que Lune est très intelligente. Elle est mon amie maintenant. Jean-Luc regarda Loulou et Madame Leclerc avec gratitude. En 1 semaine, ils étaient devenus la famille dont Camille avait besoin. Madame Leclerc, comment s'est passée votre journée? Très bien, monsieur Jean-Luc. Camille est une petite fille très douce. Nous avons beaucoup discuté. De quoi avez-vous parlé? De la vicesse tante Estelle. Il semble qu'elle n'était pas méchante, juste effrayée par la situation. Camille m'a dit que tante Estelle disait toujours que bientôt, maman viendrait la chercher. Thanks for watching. Faisa and Faisa, person and the devil. Et tu voulais que maman vienne? Camille baissa les yeux. Je voulais qu'elle vienne, mais je voulais encore plus que vous veniez. Pourquoi, mon amour? Parce que je me souvenais toujours de vous, papa. Même si maman a dit que vous ne m'aimiez plus, je savais que ce n'était pas vrai. Jean-Luc sentit ses yeux se remplir de larmes à nouveau. Comment le savais-tu? Parce que quand je fermais les yeux, je me souvenais de l'odeur de votre parfum et de votre voix me chantant avant de dormir. Cette nuit-là, après que tout le monde fut couché, Jean-Luc resta sur la terrasse, pensant à tout ce qui s'était passé. 1 semaine auparavant, c'était un homme détruit par le deuil. Maintenant, il avait retrouvé sa fille et une nouvelle famille qu'il aimait. Mais il restait des affaires en suspens. Sophie devait répondre de ses actes. Estelle aussi, et tous ceux qui étaient impliqués dans le stratagème. Son téléphone sonna. C'était maître François. « Jean-Luc, nous avons réussi à localiser Sophie. Où est-elle? » « À Lyon. Comme l'a dit le médecin, elle vit avec un entrepreneur appelé Marc Fournier. Nous avons l'adresse. Je pars là-bas dès demain. Jean-Luc, il vaudrait être mieux faire cela par l'intermédiaire d'avocats. Y aller personnellement peut compliquer les choses. Non, maître François. Je veux entendre de sa bouche pourquoi elle a fait cela. Je veux qu'elle me regarde dans les yeux et m'explique pourquoi elle a abandonné notre fille. Dans ce cas, je viens avec vous et nous emmènerons aussi un avocat lyonnais. D'accord. Jean-Luc raccrocha et monta dans la chambre. Camille dormait profondément, serrant Lune qui était montée sur le lit. Il l'embrassa doucement sur le front. Papa va tout régler, mon amour. Plus jamais personne ne nous séparera. Le lendemain matin, Jean-Luc expliqua à Camille qu'il devait voyager pour une journée, mais qu'il reviendrait bientôt. « Tu vas chercher maman ?» demanda-t-elle. « Je vais lui parler. » « Pourquoi ? Je veux qu'elle s'excuse d'avoir menti. » La sagesse d'une petite fille de 8 ans surprit Jean-Luc. « Et si elle ne veut pas s'excuser,
Alors elle ne peut plus vivre avec nous. Grand-mère Leclerc dit que la famille, c'est ceux qui prennent soin les uns des autres. Jean-Luc sourit. Madame Leclerc était en train d'éduquer Camille sur des valeurs importantes. Grand-mère Leclerc a raison, mon amour. Et toi, Loulou, et elles prennent soin de moi, tout comme je prends soin de vous. Et l'une aussi. Et l'une aussi. Jean-Luc voyagea à Lyon par le vol de 10 heures du matin, accompagné de maître François et de maître Richard Leclerc, l'avocat lyonnais. L'adresse de Sophie était dans un quartier exclusif de Lyon, un domaine privé avec de grandes maisons et des jardins bien entretenus. Ils s'arrêtèrent devant le numéro 412, une maison blanche à 2 étages avec une voiture de luxe argentée dans le garage. « Comment allons-nous aborder cela » demanda maître Richard. « Directement, dit Jean-Luc. Je veux des réponses. » Ils sonnèrent à la porte. Une femme de ménage ouvrit. « Bonsoir. Nous aimerions parler avec Sophie. » Madame Sophie est sortie. Elle ne rentrera que ce soir. C'est urgent. Pouvons-nous attendre? Je ne sais pas. Il vaudrait mieux appeler avant. À ce moment-là, une voix masculine cria de l'intérieur. « Qui est Isabelle ?» Un homme d'environ 45 ans apparut à la porte, grand, les cheveux bien coupés, des vêtements coûteux. « Marc Fournier ?» demanda maître François. « Oui, que voulez-vous? Nous sommes avocats. Nous devons parler à Sophie au sujet d'une procédure judiciaire. » Marc devint visiblement préoccupé. « Quel type de procédure? »« Liée à l'abandon d'une mineure, dit maître Richard. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous savons que Sophie vit ici. » Jean-Luc s'approcha. « Je suis Jean-Luc Dubois, son ex-mari et le père de Camille. » Marc pâlit. « Sophie m'a dit que la petite était... » « Quoi ?» Jean-Luc le pressa. « Était décédée dans un accident. C'est un mensonge. Ma fille est vivante et a été abandonnée par sa mère il y a 2 ans. » Marc passa ses mains dans ses cheveux, nerveux. « Où est Sophie maintenant ?» insista maître François. « Au centre commercial. Mais écoutez, je ne savais rien de tout ça. Elle m'a dit qu'elle était veuve, qu'elle avait perdu sa fille dans un accident. Et vous n'avez jamais rien soupçonné ?» Elle pleurait quand elle parlait de la petite. Elle semblait sincère. « Marc, maître Richard s'approcha. « Savez-vous que participer à l'abandon d'une personne incapable est un délit ?» Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Dans ce cas, Jean-Luc sortit une photo de Camille de sa poche. « Cela ne vous dérangerait pas si ma fille venait vivre ici avec sa mère ?» Marc regarda la photo et son expression changea complètement. « Écoutez, je ne peux pas, je veux dire, je n'ai pas la structure pour m'occuper d'un enfant. Donc, vous n'acceptez pas les enfants chez vous? Ce n'est pas ça. C'est que notre vie ici est très occupée. Nous voyageons beaucoup pour le travail, ce ne serait pas bon pour un enfant. » Jean-Luc comprit tout. Marc n'acceptait pas les enfants et Sophie avait choisi la relation au lieu de sa fille. Dans quel centre commercial est-elle? Centre commercial de la Confluence. Mais écoutez, quand elle arrivera, je vais tout lui raconter. Cette situation doit être résolue. Example, Anysen vote. Nous allons la chercher au centre commercial, dit maître François. Ils se dirigèrent vers le centre commercial de la Confluence. Maître Richard appela quelques contacts et réussit à localiser la voiture de Sophie sur le parking. Elle est ici. Plaque GTO 9 et 821. Ils attendirent près de la voiture. 2 heures plus tard, Sophie apparut, portant plusieurs sacs de course. Quand elle les vit, elle laissa tomber les sacs au sol. « Jean-Luc !»« Bonjour Sophie. » Elle était différente. Cheveux teints en blond, vêtements chers, bijoux. Elle semblait une personne complètement nouvelle. « Que fais-tu ici? Je suis venu chercher des explications. » « Des explications de quoi? » « De notre fille, de Camille. Tu te souviens d'elle ?» Sophie regarda les avocats, puis de nouveau Jean-Luc. « Je ne comprends pas. »« Je l'ai trouvée, Sophie. J'ai trouvé notre fille vivante chez cette Estelle. » Sophie s'appuya sur la voiture comme si ses jambes allaient lui manquer. « Comment est-ce possible? Tu sais très bien comment. Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait ça à notre fille? » Jean-Luc, je peux expliquer. Alors, explique. Sophie regarda autour d'elle, voyant que les gens commençaient à s'arrêter pour observer la discussion. « Pas ici. Allons dans un endroit plus discret. » Ils allèrent à l'aire de restauration, dans un coin plus isolé. « Parle, » dit Jean-Luc. « Jean-Luc, tu ne comprends pas à quel point ça a été difficile pour moi après la séparation. »« Difficile comment? J'étais seul, sans argent, m'occupant de Camille. Tu apparaissais à peine pour la voir. C'est un mensonge. Je la prenais tous les week-ends et je payais la pension régulièrement, mais ce n'était pas suffisant. Je voulais reconstruire ma vie, trouver quelqu'un qui m'aimerait. Et c'est pour ça que tu as abandonné notre fille? Ce n'était pas un abandon. » Elle éleva la voix. « Je l'ai laissée chez Estelle temporairement. »« Temporairement? Ça fait 2 ans, Sophie. J'allais la chercher. Quand?
Quand la situation se serait arrangée. Quelle situation? Sophie baissa les yeux. Marc n'aime pas les enfants. Il a dit qu'il ne resterait avec moi que si je n'avais pas d'enfant. Alors, tu l'as choisi lui au lieu de notre fille? Ce n'était pas un choix facile. Bien sûr que si, Jean-Luc frappa du poing sur la table. Tu as choisi l'argent et le confort au lieu de ta propre fille. Tu ne comprends pas. J'étais désespéré. Je ne trouvais plus de travail. On allait presque me mettre à la porte. Marc m'a offert une nouvelle vie. Et falsifier la situation de Camille faisait partie de cette nouvelle vie. C'était la seule façon que j'ai trouvée. Si je disparaissais simplement avec elle, tu me poursuivrais. J'avais besoin de quelque chose de définitif. Jean-Luc sentit la nausée en entendant cela. As-tu une idée de ce que tu m'as fait? J'ai passé 2 ans à penser que j'avais perdu ma fille. Je suis désolé, Jean-Luc, mais à ce moment-là, cela semblait la meilleure solution. La meilleure solution pour qui? Pour toi. Et Camille, tu as pensé à elle une seule fois? Oui, c'est pour ça que je l'ai laissée chez Estelle. Je savais qu'elle serait bien soignée. Bien soignée? Elle pleurait pour moi tous les jours. Elle demandait pourquoi son papa ne venait pas la chercher. Tu as détruit l'enfance de notre fille. Sophie commença à pleurer. J'allais tout arranger, Jean-Luc. Je te jure que oui. Comment? J'allais inventer qu'on l'avait retrouvée vivante, qu'elle avait perdu la mémoire dans l'accident, quelque chose comme ça. Et tu as cru que cela fonctionnerait? Je ne sais pas. J'étais confuse. Chaque jour qui passait, il était plus difficile de faire marche arrière. Maître François prit la parole. Sophie, savez-vous que vous avez commis plusieurs délits? Falsification de documents, abandon de personnes incapables, escroquerie. Je ne voulais pas que ce soit comme ça, mais c'est comme ça, dit Maître Richard. Et maintenant, vous allez devoir en répondre. Que voulez-vous de moi? Jean-Luc respira profondément. Je veux que tu viennes avec moi voir ta fille. Je veux que tu la regardes dans les yeux et que tu lui demandes pardon. Et après, je veux que tu signes la renonciation définitive à la garde. Comment ça? Tu ne mérites pas d'être sa mère. Tu vas signer un document renonçant à tous les droits maternels. Jean-Luc, c'est aussi ma fille. C'était ta fille. Tu y as renoncé quand tu l'as abandonnée. Je ne peux pas faire ça. Si, tu peux, et tu vas le faire. Parce que si tu ne le fais pas, je vais te poursuivre pour tous les délits que tu as commis. Tu vas passer des années en prison. Sophie regarda les avocats, cherchant un quelconque soutien. Sophie, dit Maître Richard. Jean-Luc est même généreux. Avec les preuves qu'il a, vous seriez sans aucun doute condamné. Mais si je signe ce document, au moins je me débarrasse des poursuites. Des poursuites pénales. Oui, dit Maître François. Mais vous devrez rembourser tous les frais que Jean-Luc a eus avec l'enquête et les avocats. Combien? Environ 50 000 € jusqu'à présent. Sophie pâlit. Je n'ai pas cet argent. Marc, dit Jean-Luc. C'est lui qui a bénéficié de toute cette situation. Ils retournèrent à la maison de Marc, qui paniqua en apprenant les détails. Sophie, comment as-tu pu me tromper ainsi? Marc, pardonne-me, j'étais désespéré. Et maintenant, on peut aussi me poursuivre pour complicité? Seulement si vous ne collaborez pas, dit Maître Richard. Si vous payez l'indemnisation et aidez à résoudre la situation, vous n'aurez pas de problème. Combien? Ah, 50 000 €. Marc fit quelques calculs mentaux. D'accord, mais après ça, Sophie, tu pars de ma maison. Comment ça? Tu m'as trompé. Je ne veux plus rien avoir avec toi. Jean-Luc faillit avoir pitié de Sophie. Elle perdait tout, sa fille, sa relation, sa vie confortable. Mais il se souvint rapidement de Camille pleurant chez Estelle, demandant pourquoi papa ne venait pas la chercher. Sophie, tu viens avec nous? Ou tu préfères que j'aille chercher Camille seule? Je viens avec vous. Le voyage de retour de Lyon fut tendu. Sophie pleura pendant tout le vol. Jean-Luc ne ressentit aucune pitié. Quand ils arrivèrent à la maison, il faisait presque nuit. Camille était dans le salon, jouant avec Loulou quand elle les vit entrer. « Papa !» Elle courut l'embrasser. Puis elle vit Sophie et s'arrêta, confuse. « Maman !»« Bonjour, mon amour. » Sophie s'agenouilla à la hauteur de Camille. « Comment vas-tu ?»« Je vais bien. »« Pourquoi m'as-tu laissé chez tante Estelle ?» Sophie regarda Jean-Luc, puis de nouveau sa fille. « Maman a fait quelque chose de très mal, Camille. Et elle est venue ici pour te demander pardon. Tu ne m'aimes plus? Je t'aime, mon amour. Je t'aimerai toujours. Mais papa prend mieux soin de toi que moi. » Camille regarda confuse entre les deux. « Mais maintenant, nous pouvons tous vivre ensemble. » Jean-Luc s'agenouilla à côté de Sophie. « Camille, maman va vivre loin maintenant. Mais toi, tu vas rester ici avec moi, avec Loulou et avec grand-mère Leclerc. Pour toujours? Pour toujours. » Camille regarda Sophie. « Tu vas me rendre visite? » Sophie regarda Jean-Luc, qui secoua la tête négativement. « Peu. Être quand tu seras plus grande, nous pourrons nous revoir.
D'accord, dit Camille, semblant accepter la situation avec une maturité impressionnante. Sophie l'étreignit pendant quelques minutes en pleurant. « Pardonne-moi, mon amour, pardonne-moi pour tout !» Après le dîner, pendant que Camille jouait avec Loulou, Jean-Luc et Sophie signèrent tous les documents. Elle renonça officiellement à tous les droits maternels. « Jean-Luc, dit-elle avant de partir, prends bien soin d'elle. Je l'ai toujours fait. Le problème, c'est que tu ne l'as jamais vue. Je sais que j'ai tout gâché. Si je pouvais revenir en arrière, tu ne peux pas. Et maintenant, il est trop tard. » Sophie sortit de la maison et de la vie de Jean-Luc et Camille pour toujours. Cette nuit-là, après que tout le monde fut couché, Jean-Luc resta sur la terrasse, réfléchissant à tout ce qui s'était passé en 2 semaines. Sa vie avait complètement changé. Loulou s'approcha. « Monsieur Jean-Luc, je peux vous poser une question ?»« Bien sûr, Loulou. Comment pouvez-vous pardonner à Sophie ? » ?»« Qui a dit que je lui pardonnais ? Mais vous ne vous êtes pas fâché contre elle devant Camille ?» Jean-Luc sourit. L'enfant était très observateur. « Loulou, il y a des choses que l'on fait pour les enfants. Montrer de la haine envers la mère de Camille ne serait pas bon pour elle. Je comprends. Vous êtes un très bon père. J'apprends à être meilleur chaque jour. Et je peux continuer à vous appeler Monsieur Jean-Luc ? Et si tu m'appelais juste papa ?» Loulou esquissa un énorme sourire. « Papa. Jean-Luc, juste papa. Tu es mon fils maintenant, Loulou. Et je suis le frère de Camille. Oui, vous êtes frère. » Loulou l'étreignit. « Merci d'avoir sauvé notre famille. C'est vous qui avez sauvé la mienne. » Dans les mois suivants, la nouvelle famille s'ajusta parfaitement. Camille commença une thérapie et peu à peu surmonta ses traumatismes. Loulou s'inscrivit dans une meilleure école et commença à rêver de devenir vétérinaire pour aider plus d'animaux comme Lune. Madame Leclerc devint la grand-mère que Camille n'avait jamais eue. Elle lui apprit à cuisiner, lui raconta des histoires et lui donna des conseils de vie. Jean-Luc sourit de nouveau sincèrement, pour la première fois en 2 ans. Son entreprise prospérait et il avait de l'énergie pour travailler, sachant qu'il rentrerait à la maison et y trouverait amour et affection. Lune devint officiellement la chienne de la famille et continua d'aider d'autres personnes à retrouver des proches disparus, toujours accompagnés de Loulou. 1 an plus tard, Jean-Luc organisa une fête pour célébrer la renaissance de Camille. Il invita tous les amis, voisins et les personnes qui les avaient aidés. Sophie Moreau, l'infirmière, y assista et s'excusa personnellement auprès de Camille. Le docteur Serge vint également, étant devenu un allié dans la lutte contre la falsification de documents médicaux. Estelle, la femme qui avait pris soin de Camille, fut également invitée. Elle était devenue une sorte de tante pour la petite fille, la visitant régulièrement. « Papa, » dit Camille pendant la fête, « je peux faire un discours ?»« Bien sûr, mon amour. » Camille monta sur une chaise et demanda l'attention de tous. « Je voulais remercier tous ceux qui m'ont aidé, surtout Loulou et Lune qui m'ont trouvé, et papa qui n'a jamais abandonné, et grand-mère Leclerc, qui m'apprend des choses importantes tous les jours. » Tous applaudirent émus. Et je voulais dire que j'ai appris quelque chose d'important. La famille, ce n'est pas seulement celle qui a le même sang. La famille, c'est celle qui nous aime vraiment. Jean-Luc sentit ses yeux se remplir de larmes. Sa fille était devenue une enfant sage et forte, malgré tout ce qu'elle avait traversé. Le soir, après le départ des invités, la famille se réunit dans le salon. « Loulou, » dit Jean-Luc, « tu te souviens quand tu m'as cherché au cimetière ? Je m'en souviens. Qu'est-ce qui t'a rendu si sûr que Camille était vivante ? Lune, papa. Elle ne se trompe jamais. Mais il y avait aussi quelque chose dans mon cœur qui disait que Camille avait besoin d'aide. Et vous, Madame Leclerc, vous n'avez pas trouvé ça étrange quand Loulou est rentré à la maison en disant qu'il allait vivre dans une grande maison avec un entrepreneur ? J'ai pensé que je rêvais, rit-elle. Mais quand je vous ai rencontré, j'ai vu que vous étiez un homme de bon cœur, et nous avons toujours su que Louis avait un don spécial pour aider les gens. Quel don, grand-mère ? Demanda Camille. Le don du cœur, ma fille. Certaines personnes naissent avec un cœur si grand qu'elles ne peuvent pas voir la souffrance sans vouloir aider. Moi aussi je veux avoir ce don, dit Camille. Tu l'as déjà, mon amour, dit Jean-Luc. Tu as pardonné à maman même après tout ce qu'elle a fait. Ça, c'est avoir un grand cœur. Et je peux aider Loulou et Lune à trouver d'autres personnes. Quand tu seras un peu plus grande, oui. Génial! Nous allons être une famille de héros. Tous rirent de l'innocence de Camille. 2 ans plus tard, Loulou eut 15 ans et reçut en cadeau une moto pour l'aider dans ses recherches. Camille, maintenant âgée de 10 ans, accompagnait déjà certaines enquêtes plus simples. Jean-Luc créa une fondation pour aider les familles qui traversaient la même situation que lui. La fondation Camille avait déjà réuni des dizaines de familles. L'une devint célèbre dans la région et reçut plusieurs hommages pour son travail. Loulou devint une sorte de consultant pour enfants auprès de la police dans les cas de personnes disparues.
Madame Leclerc, à 73 ans, était plus active que jamais, coordonnant les travaux de la fondation et s'occupant de tous les enfants qui passaient par là. Un matin, Jean-Luc reçut un appel qui changerait à nouveau leur vie. « Bon, monsieur Jean-Luc, monsieur, c'est la commandante Béatrice Duval. J'ai un cas qui pourrait vous intéresser. Dites-moi. » Un garçon de 12 ans insiste sur le fait que sa sœur de 15 ans est vivante, malgré avoir été portée disparue il y a 1 an. Son histoire est très similaire à celle de Loulou. Jean-Luc sourit. « Comment s'appelle le garçon ?»« Théo. Théo Garnier. Amenez-le ici à la maison. Nous allons discuter avec lui. Vous êtes sûr ?»« Absolument. Notre famille a toujours de la place pour un enfant de plus. » Quand Théo arriva chez Jean-Luc, Loulou s'identifia immédiatement à l'histoire du garçon. « Théo, comment s'appelle ta sœur ?»« Lucie. Elle a disparu en rentrant de l'école. » « Et tu es sûr qu'elle est vivante ?»« Oui. Je l'ai vue au marché la semaine dernière. Mais quand j'ai essayé de m'approcher, un homme l'a emmenée. » Camille s'approcha de Théo. « Ne t'inquiète pas. Loulou et Lune vont trouver ta sœur. Ils sont les meilleurs du monde pour ça. » Jean-Luc regarda sa nouvelle famille et sentit son cœur rempli de gratitude. Loulou était devenu un jeune homme responsable et déterminé. Camille grandissait forte et généreuse. Madame Leclerc était la grand-mère que tous les enfants méritaient d'avoir. Et Lune continuait à sauver des familles avec son incroyable flair et son cœur en or. « Théo, dit Jean-Luc, et si tu restais ici avec nous pendant que nous cherchons ta sœur? Sérieusement? Très sérieusement. Cette maison a toujours été ouverte à ceux qui en ont besoin. Et si nous ne trouvons pas ma sœur? Nous allons la trouver, dit Loulou avec assurance. Et même si ça prend du temps, tu auras une famille ici. Mais je ne veux pas une nouvelle famille, je veux ma sœur. Et tu auras ta sœur, dit Camille. Mais tu auras aussi notre famille. Une personne peut avoir plusieurs familles. Théo sourit pour la première fois depuis qu'il était arrivé. Cette nuit-là, pendant le dîner, Jean-Luc porta un toast. À notre famille qui ne cesse de grandir et à toutes les familles que nous allons encore réunir. À la famille, crièrent-ils tous ensemble. Lune aboya en signe d'approbation, comme si elle comprenait parfaitement ce qui se passait. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons maintenant. Continuons. 3 semaines plus tard, Lune trouva Lucie dans une maison abandonnée à la périphérie de la ville. Elle était retenue par un couple qui la faisait travailler comme femme de ménage en échange de nourriture. Les retrouvailles entre Théo et Lucie furent émouvantes. Les frères et sœurs pleurèrent ensemble pendant des heures pendant que toute la famille les consolait. « Jean-Luc, » dit Lucie quand elle se calma, « Théo m'a dit que vous vous étiez occupé de lui pendant la recherche. C'est exact. Et nous continuerons à nous occuper de vous deux si vous le souhaitez. However, Antoine dit, Marzone Ntatisa. Comment ça? Vous avez où vivre? Nous vivions avec notre tante, mais elle buvait beaucoup et nous frappait. C'est pour ça que je me suis échappé de la maison. Et Théo s'est échappé après moi, mais nous nous sommes perdus. Jean-Luc regarda Madame Leclerc qui acquiesça. Et si vous restiez ici avec nous au moins jusqu'à ce que vous vous organisiez? Mais nous sommes nombreux. Nous n'allons pas déranger? Jamais, dit Camille. Plus il y a de monde dans la famille, plus c'est cool. Elle a raison, dit Loulou. Je suis arrivé ici seul, et maintenant j'ai un papa, une sœur, une grand-mère, et même un chien. Lucie et Théo acceptèrent de rester. Dans les mois suivants, la maison de Jean-Luc devint officiellement un foyer temporaire pour enfants en situation de risque. Il légalisa la situation et transforma une partie de la maison en une sorte de refuge. Madame Leclerc, maintenant avec le titre officiel de grand-mère de la maison, coordonnait la routine de tous les enfants. Loulou et Camille aidaient les plus jeunes avec leurs devoirs. Lune continuait à trouver des personnes. Jean-Luc n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait ce tournant. D'entrepreneur prospère mais solitaire, il était devenu père d'une grande et heureuse famille. Un après-midi, tandis qu'il observait tous les enfants jouer dans le jardin, il reçut une visite inattendue. « Monsieur Jean-Luc ?» Une voix familière l'appela. Il se retourna et vit une jeune femme d'environ 20 ans à la porte. « Oui, mon nom est Florence. Florence Martin. J'ai appris que vous aidez à trouver des personnes disparues. » Jean-Luc l'invita à entrer. Quelque chose dans son nom lui sonnait familier. « En quoi puis-je vous aider? Je cherche mon jeune frère. Il s'appelle Louis, mais tout le monde l'appelle Loulou. » Jean-Luc sentit son cœur s'accélérer. « Loulou ?» Loulou apparut à la porte du salon en entendant la conversation. « Florence !» Les frères et sœurs coururent l'un vers l'autre et s'étreignirent en pleurant. « Loulou, mon frère, je t'ai cherché partout.
Florence, je savais que tu étais vivante. Je le savais. Jean-Luc assista à la scène, ému. Le cercle se refermait. Où étais-tu pendant tout ce temps? Demanda Loulou à sa sœur. J'ai trouvé un travail dans une ville de l'intérieur. J'ai vécu là-bas 2 ans, économisant de l'argent pour revenir à Lyon et te chercher. Et pourquoi as-tu fui la maison? Le compagnon de notre mère. Il me frappait. J'ai fui pour me protéger, mais je n'ai jamais voulu te laisser. C'est bon, Florence. Nous sommes ensemble maintenant. Florence regarda autour d'elle et vit tous les enfants observer. Loulou, quel est cet endroit? C'est notre maison. Papa Jean-Luc prend soin de nous. Papa Jean-Luc? Loulou regarda Jean-Luc avec tendresse. Il m'a adopté quand j'étais seul. Il m'a donné une famille et maintenant. Florence sembla préoccupée. Il me laissera rester aussi? Florence, dit Jean-Luc. Une personne qui a entraîné Loulou à être aussi bon et généreux qu'il aura toujours une place dans notre famille. Isalan, Basionas, we be 5. Merde, comment ça? Loulou m'a dit que c'est toi qui lui as appris à aider les autres, que tu disais que quand on a un don, on doit l'utiliser pour faire le bien. Florence sourit à travers ses larmes. Il s'est souvenu de ça. Je me souviens de tout ce que tu m'as appris, Florence, et je l'utilise tous les jours. Florence, dit Camille en s'approchant, tu vas être ma sœur aussi, si vous m'acceptez. Bien sûr que nous t'acceptons, crièrent tous les enfants à l'unisson. Madame Leclerc s'approcha et serra Florence dans ses bras. Bienvenue dans la famille, ma fille. Cette nuit-là, pendant le dîner, Jean-Luc regarda autour de la grande table qu'il avait fait fabriquer pour accueillir toute la famille. Ils étaient maintenant 12 personnes. Lui, Camille, Loulou, Florence, Madame Leclerc, Lucie, Théo et 5 autres enfants qui étaient arrivés ces derniers mois. « Les enfants, dit-il, je veux faire une annonce. » Tous arrêtèrent de manger et le regardèrent. « J'ai décidé d'adopter officiellement tous les enfants de la maison. Vous serez légalement mes enfants. » Le silence dura quelques secondes. Puis la table explosa en cris de joie et applaudissements. « Sérieusement, papa ?» demanda Loulou. « Très sérieusement. J'ai déjà parlé avec Maître François. Ce n'est qu'une question de formalité. »« Ah, et nous pouvons choisir notre nom ?» demanda un des plus petits enfants. « Comment ça? Je peux aussi m'appeler Camille Dubois. » Jean-Luc regarda Camille, qui acquiesça avec enthousiasme. « Bien sûr, vous serez tous des Dubois. »« Loulou Dubois !» cria Loulou. « Florence Dubois, Lucie Dubois, Théo Dubois. » Tous criaient leur nouveau nom euphorique. « Et Lune ?» demanda Camille. « Elle sera Lune Dubois aussi. »« Bien sûr !» rit Jean-Luc. « Lune fait aussi partie de la famille. » Lune aboya comme pour approuver la décision. 2 ans plus tard, la Fondation Camille avait grandi de manière exponentielle. Jean-Luc avait quitté son entreprise d'origine et se consacrait à plein temps au travail social. La maison principale avait été agrandie et pouvait maintenant accueillir jusqu'à 20 enfants. Loulou, maintenant âgé de 17 ans, était officiellement entraîneur de chiens de détection. Camille, à 12 ans, gérait déjà seul des cas d'enfants perdus. Florence, à 22 ans, étudiait la psychologie pour aider les familles qui traversaient des traumatismes. Lucie étudiait le droit pour défendre des cas d'enfants abandonnés. Théo voulait devenir journaliste pour raconter des histoires de dépassement. Madame Leclerc, à 75 ans, était devenue une figure respectée dans la communauté et reçut plusieurs hommages pour son travail social. Lune était déjà une chienne de 8 ans, mais restait active et avait entraîné 3 chiots qui travaillaient également pour la fondation. Un matin, Jean-Luc reçut un appel qui le surprit. « Bonjour Jean-Luc, c'est Sophie. » Jean-Luc sentit son estomac se nouer. Il n'avait pas parlé à son ex-femme depuis 3 ans. « Que veux-tu, Sophie ?»« Je veux te parler, ainsi qu'à Camille. »« Non, s'il te plaît, Jean-Luc. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'en ai vraiment besoin. »« Tu as besoin de quoi ?»« Pardon. » Jean-Luc hésita. Camille demandait toujours après sa mère, surtout quand elle voyait d'autres enfants avec leur famille biologique. « Où es-tu ?»« À Nantes. »« Je traverse un moment difficile. »« Quel genre de moment ?» Marc m'a quitté. Il a découvert que j'avais aussi menti sur d'autres choses. Je suis seul et malade. Malade de quoi? Cancer de l'estomac. Les médecins disent qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Jean-Luc ressentit un mélange de compassion et de colère. Que veux-tu exactement? Je veux demander pardon à Camille et à toi. Je veux faire la paix avant de partir. Sophie. Cela peut perturber Camille. S'il te plaît, Jean-Luc. C'est le dernier service que je te demande. Jean-Luc pensa à Camille, qui malgré tout demandait toujours si sa mère allait bien. Je vais lui parler. Si elle veut te voir, tu peux venir ici. Merci, Jean-Luc. Cette nuit-là, Jean-Luc parla à Camille de l'appel de sa mère. Elle est malade? Demanda la petite fille inquiète. Oui, gravement malade.
Il semble que oui. Et elle veut me voir. Elle veut s'excuser en personne. Camille réfléchit quelques minutes. Papa, grand-mère Leclerc dit toujours qu'il faut pardonner aux gens pour ne pas avoir le cœur lourd. C'est vrai. Alors je veux voir maman, mais tu restes à mes côtés. Je serai toujours à tes côtés, mon amour. Le dimanche suivant, Sophie apparut à la porte de la maison. Jean-Luc la reconnut à peine. Elle était très maigre, les cheveux gris, des vêtements simples. « Bonjour Jean-Luc. »« Bonjour Sophie, entre. » Camille était dans le salon, nerveuse. Quand elle vit sa mère, elle courut l'embrasser. « Maman, ma jolie fille, » pleura Sophie. « Comme tu as grandi, tu es très maigre, maman. Tu manges bien ?» L'innocence de Camille toucha le cœur de Jean-Luc. Ils parlèrent pendant des heures. Sophie s'excusa plusieurs fois et expliqua qu'elle comprenait maintenant à quel point elle s'était trompée. « Camille, tu me pardonnes de t'avoir abandonné ? Je te pardonne, maman, mais tu promets que tu ne le feras plus jamais ? Je te le promets, mon amour. Mais peut-être que maman devra partir bientôt. » Où ? Jean-Luc intervint. « Camille, maman est très malade. Il se pourrait qu'elle aille au ciel bientôt. » Camille comprit immédiatement. Ses yeux se remplirent de larmes. « Maman va partir comme grand-père est parti. Peut-être, mon amour. Alors je veux que maman reste ici avec nous jusqu'à ce qu'elle parte. Comme ça, on prendra bien soin d'elle. » Jean-Luc regarda Sophie qui pleurait abondamment. « Sophie, tu veux rester ici ? Nous avons une petite chambre d'amis. De Fezrena Napoli fam want, and the side home, as Lady Bento. Vous feriez ça pour moi, après tout ce que j'ai fait ? Camille veut que tu restes, et je ne refuserai pas ça à ma fille. Merci Jean-Luc, merci. » Les 3 derniers mois de Sophie furent les plus importants dans la vie de Camille. Elle put enfin connaître sa vraie mère, sans mensonge ni intérêt. Sophie se racheta en s'occupant des autres enfants de la maison quand sa santé le lui permettait. Elle racontait des histoires, aidait aux devoirs et partageait son expérience de vie. Loulou et elle eurent plusieurs discussions sur le pardon et les secondes chances. Florence l'aida à gérer la culpabilité qu'elle ressentait. Madame Leclerc l'accueillit comme une fille. Quand Sophie partit, elle était entourée d'amour et de pardon. Camille était à ses côtés, lui tenant la main. « Maman, je t'aime. Je t'aime aussi, mon ange. Je t'ai toujours aimé. C'est pour ça que ça m'a fait tellement mal quand je t'ai blessé. Ça n'a pas fait mal, maman, parce qu'au final, tout s'est bien passé. J'ai retrouvé mon papa, j'ai gagné une grande famille, et en plus, je t'ai retrouvé. Tu es une petite fille très sage, Camille. Grand-mère Leclerc m'a appris que les gens se trompent parce qu'ils souffrent à l'intérieur et qu'il faut les aider à arrêter de souffrir. Ta grand-mère Leclerc est très sage. Maman, quand tu arriveras au ciel, dis à mon grand-père que je lui envoie un bisou. Bien sûr, mon amour. » Sophie ferma les yeux pour la dernière fois, tenant la main de la fille qu'elle avait abandonnée et retrouvée. Les funérailles furent simples, mais remplies d'amour. Toute la famille était présente, y compris les enfants de la fondation et les personnes que Sophie avait aidées ces derniers mois. Camille fit un discours émouvant. « Ma maman s'est beaucoup trompée dans la vie, mais elle a aussi réussi une chose. Elle m'a donné la vie. Et c'est cette vie qui m'a amené à mon papa, à ma famille, à vous tous. C'est pourquoi je suis reconnaissante pour tout ce qui s'est passé. » Après les funérailles, la vie reprit son cours normal dans la maison des Dubois. Mais il y avait une paix différente dans l'air, comme si toutes les blessures avaient enfin guéri. Jean-Luc, maintenant âgé de 48 ans, regardait sa vie et ressentait une immense gratitude. D'homme solitaire et amer, il était devenu père d'une grande et heureuse famille. Loulou, sur le point d'avoir 18 ans, avait décidé d'étudier la médecine vétérinaire avec une spécialisation en dressage d'animaux de sauvetage. Camille, à 13 ans, parlait déjà de suivre les traces de son frère. Florence était diplômée en psychologie et avait ouvert un cabinet au sein même de la fondation. Lucie avait réussi l'examen d'entrée en droit. Théo étudiait le journalisme. Madame Leclerc, elle a 76 ans, écrivait ses mémoires avec l'aide de Théo. Le livre serait vendu pour collecter des fonds pour l'organisation. Lune, maintenant une chienne âgée de 9 ans, s'était officiellement retirée, mais accompagnait toujours les activités de la fondation. Ces 3 chiots, Espoir, Foi et Miracle, étaient maintenant les chiens officiels de l'organisation. Un après-midi, tandis qu'il observait tous les enfants jouer dans le jardin, Jean-Luc reçut une visite spéciale. « Monsieur Jean-Luc ?» Une voix familière l'appela. Il se retourna et vit Estelle, la femme qui avait pris soin de Camille pendant 2 ans. « Estelle, quelle bonne surprise. J'ai apporté quelque chose pour vous. » dit-elle en tenant une boîte. « Qu'est-ce que c'est ?»« Des petites choses de Camille qui étaient restées chez moi. Des dessins, quelques vêtements, une poupée. » Jean-Luc appela Camille, qui courut embrasser Estelle. « Tante Estelle, depuis le temps. Bonjour, mon amour.
J'ai apporté quelques-uns de tes souvenirs. » Camille ouvrit la boîte et trouva des dessins qu'elle avait faits à 6 ans. Une poupée qu'elle n'avait pas vue depuis des années et quelques vêtements. « Papa, regarde !» Elle montra un dessin. « C'est comme ça que je dessinais notre famille quand j'étais chez tante Estelle. » Jean-Luc regarda le dessin. C'était un grand homme en costume à côté d'une petite fille. En dessous était écrit en lettres tordues « Moi et papa. Tu me dessinais toujours, même quand tu pensais que je ne viendrais plus te chercher. Toujours, papa, parce que dans mon cœur je savais que vous m'aimiez. » Jean-Luc étreignit sa fille, ému. « Estelle, dit-il, merci de l'avoir si bien gardée. Merci de m'avoir pardonné, monsieur Jean-Luc, et de me permettre de continuer à faire partie de votre vie. Tu feras toujours partie de notre famille, tante Estelle. Thrundi, Ngalandi, Amari. » Cette nuit-là, pendant le dîner, Jean-Luc fit une annonce spéciale. « Écoutez tous, j'ai une nouvelle pour vous. »« Quelle nouvelle, papa ?» demanda Loulou. « La Fondation Camille a été invitée à s'étendre à d'autres départements. Nous allons pouvoir aider encore plus de familles. »« C'est incroyable !» cria Lucie. « Et il y a plus » continua Jean-Luc. « J'ai décidé qu'il était temps que vous assumiez des responsabilités. Loulou va coordonner le secteur de l'entraînement des animaux. Florence va diriger le département psychologique. Lucie va diriger le secteur juridique quand elle sera diplômée. Et moi, papa ? demanda Camille. Toi, tu seras notre directrice des relations avec les enfants. Personne ne comprend mieux ce qu'ils traversent que toi. Et grand-mère Leclerc ? demanda Théo. Grand-mère sera notre directrice générale de la sagesse. Jean-Luc sourit. Parce que sans elle, rien de tout cela ne serait possible. Madame Leclerc s'essuya les yeux avec son tablier. Vous êtes la meilleure famille qu'une vieille femme puisse avoir. Et nous sommes la meilleure famille que nous puissions avoir, dit Camille, provoquant des rires chez tous. 5 ans plus tard, la Fondation Camille opérait dans 12 départements français. Jean-Luc avait reçu plusieurs distinctions nationales et internationales pour son travail social. Loulou, diplômé en médecine vétérinaire, était reconnu comme l'un des meilleurs entraîneurs de chiens de sauvetage du pays. Camille, à 18 ans, étudiait la psychologie et coordonnait déjà la fondation avec son père. Florence avait son propre cabinet et un petit ami qui travaillait aussi pour des causes sociales. Lucie, fraîchement diplômée, avait déjà gagné plusieurs affaires importantes défendant des enfants abandonnés. Théo était reporter pour un journal important et écrivait sur les causes sociales. Madame Leclerc, à 81 ans, était à la retraite, mais vivait toujours dans la maison et recevait des visites quotidiennes de tous les petits-enfants qu'elle avait aidés à élever. L'une était partie l'année précédente à 12 ans, entourée d'amour. Ses chiots continuaient le travail, et il y avait déjà une 3e génération de chiens en formation. La maison d'origine était devenue une sorte de quartier général de la Fondation, toujours rempli d'enfants, de familles et de bénévoles. Un matin, Jean-Luc était au bureau quand il reçut un appel qui le remua. « Allô, monsieur Jean-Luc. Ici, Manuel. Vous vous souvenez de moi ?» Jean-Luc réfléchit quelques secondes. « Manuel. Manuel de la boulangerie du quartier où je vivais avant. »« Exactement, monsieur. J'ai vu un reportage sur vous à la télévision hier. Quelle fierté. Merci, Manuel. Monsieur, j'ai appelé parce que mon petit-fils a disparu il y a 2 semaines. La police ne peut pas le trouver. Vous croyez que... Envoyez l'adresse. Nous y allons aujourd'hui même. » Jean-Luc appela Loulou et Camille. « Les enfants, nous avons une nouvelle affaire. »« Où, papa ?» demanda Camille. « Dans mon ancien quartier. C'est Manuel de la boulangerie. »« Le Manuel qui te saluait toujours quand tu allais au cimetière ?» demanda Loulou. « Lui-même. »« Alors allons-y, » dit Camille. « Il a toujours été gentil avec notre famille. » Ils prirent Espoir, la chienne la plus expérimentée des filles de Lune, et se dirigèrent vers le quartier. Manuel les reçut en pleurant. « Monsieur Jean-Luc, merci beaucoup d'être venu. Le petit homme a disparu alors qu'il jouait sur la petite place. Il n'a que 6 ans. Où a-t-il été vu pour la dernière fois ? Là-bas, sur la petite place du coin. Avez-vous un de ces vêtements qui n'ait pas été lavé ? J'ai le t-shirt qu'il portait la veille. » Espoir sentit le t-shirt et montra immédiatement de l'intérêt. « Elle a trouvé quelque chose, » dit Loulou. « Espoir, cherche !» La chienne les mena à travers plusieurs rues, s'arrêtant occasionnellement pour renifler. Après 1 heure, elle s'arrêta devant une vieille maison. « C'est ici, » dit Loulou. « Tu es sûr ?» Espoir ne s'arrête ainsi que lorsqu'elle est sûre. Ils frappèrent à la porte. Une femme. « Bonsoir, madame, nous cherchons un enfant disparu. Il n'y a pas d'enfant ici. » Mais à ce moment-là, une voix enfantine cria de l'intérieur. « Grand-mère, je peux jouer dans le jardin ?»« Tom !» cria Jean-Luc. « Tom, c'est grand-père Manuel qui nous a envoyé te chercher. »
Grand-père Manuel. L'enfant apparut en courant. Où est-il? Il est à la maison. Il t'attend. Champion, dit Camille, s'accroupissant à la hauteur de l'enfant. La femme tenta d'empêcher Tom de sortir, mais Loulou l'arrêta gentiment. Madame, pouvez-vous m'expliquer pourquoi cet enfant est ici? Il était perdu dans la rue. Je ne faisais que m'occuper de lui pendant 2 semaines sans prévenir la famille. Je ne savais pas qui chercher. Jean-Luc prit Tom dans ses bras. Tu vas bien, champion? Oui. Grand-mère Hélène m'a donné à manger et m'a laissé regarder la télévision. Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison? Elle a dit que grand-père Manuel était parti en voyage et qu'il viendrait me chercher à son retour. Jean-Luc regarda la femme, qui baissa les yeux. Madame Hélène, la famille le cherche désespérément. Je voulais juste avoir un enfant à la maison. Mes petits-enfants vivent loin. Ils ne me rendent jamais visite. Jean-Luc ressentit de la compassion pour la femme. Madame Hélène, et si vous veniez visiter notre fondation? Nous avons beaucoup d'enfants qui adoreraient avoir une grand-mère affectueuse comme vous. Sérieusement? Très sérieusement. Mais d'abord, il faut ramener Tom chez grand-père Manuel. Les retrouvailles entre Manuel et Tom furent émouvantes. Le vieil homme pleura de soulagement en étreignant son petit-fils. « Monsieur Jean-Luc, comment puis-je? » Pas besoin de remercier Manuel. Nous sommes voisins depuis toujours. Et Madame Hélène, que va-t-il lui arriver? Nous allons aussi l'aider. Elle ne faisait que manquer d'une famille proche. 1 semaine plus tard, Madame Hélène était à la fondation, aidant avec les plus jeunes enfants et se sentant à nouveau utile. Tom lui rendait régulièrement visite, l'appelant grand-mère Hélène. Jean-Luc observait tout cela et réfléchissait à la façon dont la vie était devenue une chaîne de bonté. Un enfant perdu avait généré une famille. Cette famille s'était multipliée en des dizaines d'autres familles. Et maintenant, ces familles répandaient l'amour à travers tout le pays. Un après-midi, il était sur la terrasse de la maison, observant les enfants jouer quand Camille s'approcha. « Papa, je peux te poser une question? »« Toujours, mon amour. Tu regrettes quelque chose dans ta vie ?» Jean-Luc réfléchit quelques secondes. « Non, Camille. Pas même les mauvais moments, car c'est grâce à eux que j'ai appris à apprécier les bons. Pas même le temps où tu étais triste en pensant que j'étais parti? Pas même celui-là, car c'est ce temps qui m'a fait comprendre à quel point tu es importante pour moi. Et tu crois que maman regrettait de m'avoir abandonné? Je crois que oui. Dans ces derniers mois ici, j'ai vu qu'elle comprenait à quel point elle s'était trompée. Papa, parfois je pense à elle et je ne ressens pas de colère. Pourquoi? Parce que si elle n'avait pas fait ça, peut-être que nous n'aurions jamais trouvé Loulou. Et sans Loulou, nous n'aurions pas trouvé tous les autres enfants. Et grand-mère Leclerc n'aurait pas une grande famille. Et l'une ne serait pas célèbre. Jean-Luc sourit devant la sagesse de sa fille. Alors, tu crois que tout est arrivé pour une raison? Je crois que oui. Grand-mère Leclerc dit toujours que Dieu fait que les mauvaises choses se transforment en bien quand on a la foi. Et tu as la foi? Oui. La foi en notre famille, la foi en notre travail, la foi que nous allons encore aider beaucoup de gens. Jean-Luc étreignit Camille. J'ai aussi foi en toi, en notre famille, en notre avenir. Papa? Oui. Merci. Pourquoi? Pour ne jamais avoir abandonné. Merci à toi, mon amour, de m'avoir rendu une meilleure personne. Cette nuit-là, pendant le dîner familial, Jean-Luc annonça qu'il avait pris une décision importante. Les amis, je pense écrire un livre racontant notre histoire. Quelle bonne idée, dit Lucie. Mais je veux que tout le monde aide. Loulou racontera le travail avec les chiens. Camille, ce que c'est d'être un enfant perdu. Florence, l'aspect psychologique. Lucie, la partie légale. Et moi, papa? Demanda Théo. Toi, tu vas aider à écrire. Tu es journaliste. Tu connais mieux les techniques de rédaction. Et grand-mère Leclerc? Demanda Camille. Grand-mère racontera sur la sagesse de vie et comment construire une famille de cœur. Comment va s'appeler le livre? Voulut savoir Loulou. Jean-Luc réfléchit un instant. Monsieur, votre fille est vivante. L'histoire de comment un mensonge s'est transformé en amour. Parfait, dit Madame Leclerc. C'est exactement ce qui s'est passé ici. You can salasawa, you can salasawasa, and you can salasawasawasawasawas. 2 ans plus tard, le livre fut lancé et devint un best-seller national. Les revenus des ventes furent entièrement destinés à l'expansion de la fondation. Jean-Luc fut invité à donner des conférences dans plusieurs universités et événements internationaux. Il emmenait toujours un membre de la famille avec lui, montrant que le travail était le résultat d'une union. La Fondation Camille avait déjà réuni plus de 1000 familles et pris directement en charge 3000 enfants. La méthode développée par Loulou et les chiens était étudiée par des universités et adoptée par plusieurs organisations à travers le monde. Au 10e anniversaire des retrouvailles entre Jean-Luc et Camille,
Ils organisèrent une grande fête au siège de la fondation. Des centaines de familles qui avaient été réunies par l'organisation y assistèrent. Des autorités, des journalistes, des bénévoles et des donateurs étaient également présents. Jean-Luc monta sur scène pour prononcer un discours. « Il y a 10 ans, j'étais un homme détruit par la douleur de la perte. Je croyais que ma vie était finie. Aujourd'hui, je regarde ce public et je vois des centaines de familles réunies, des milliers d'enfants heureux, des dizaines de jeunes consacrant leur vie à aider d'autres personnes. Le public applaudit. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans des personnes très spéciales. Loulou qui a eu le courage d'approcher un étranger désespéré dans un cimetière. Madame Leclerc qui nous a appris que la famille est celle qui aime, pas celle qui a le même sang. Et principalement Camille, qui, même enfant, a trouvé la force de pardonner et d'aimer inconditionnellement. Jean-Luc fit une pause, ému. S'il y a une leçon que j'ai apprise en ces 10 ans, c'est qu'il n'existe pas de situation si mauvaise qu'elle ne puisse se transformer en quelque chose de beau. Il n'existe pas de douleur si grande qu'elle ne puisse générer de l'amour. Et il n'existe pas de famille si brisée qu'elle ne puisse se reconstruire. Le public se leva pour une ovation qui dura plusieurs minutes. Loulou monta sur scène et serra Jean-Luc dans ses bras. « Papa, merci d'avoir cru en moi quand je n'étais qu'un enfant avec une idée folle. Merci à toi d'avoir sauvé ma vie, mon fils. » Camille monta aussi sur scène. « Papa, quand j'étais petite et perdue, je rêvais toujours qu'un jour tu viendrais me chercher. Ce que je ne savais pas, c'est que quand tu me trouverais, nous trouverions une famille entière. » Florence, Lucie, Théo et tous les autres enfants montèrent sur scène. Madame Leclerc, maintenant âgée de 83 ans, mais toujours alerte, fut amenée dans un fauteuil roulant décoré. « Grand-mère, » dit Camille au microphone, « voulez-vous dire quelque chose ?» Madame Leclerc prit le microphone de ses mains tremblantes, mais d'une voix ferme. « Je veux juste dire que je suis arrivée à 83 ans en pensant que ma vie se terminait. Mais ce sont ces 10 dernières années qui ont été les plus heureuses de mon existence, car j'ai appris qu'on ne vieillit pas quand on s'occupe des enfants, on rajeunit. » Le public rit et applaudit. Et je veux dire à toutes les familles ici présentes, vous n'avez pas été réunis par hasard. Vous avez été réunis par l'amour. Et l'amour trouve toujours un chemin. Après la fête, la famille se réunit à la maison pour un moment plus intime. Jean-Luc regarda autour de la salle pleine de personnes qu'il aimait et se sentit l'homme le plus riche du monde. « Les amis, dit-il, je veux faire une dernière chose aujourd'hui. »« Quoi, papa ?» demanda Loulou. « Je veux remercier individuellement chacun de vous. »« Papa, ce n'est pas nécessaire, commença Camille. »« Si, c'est nécessaire. »« Loulou, merci de m'avoir appris que la valeur n'a pas d'âge. »« Camille, merci de m'avoir montré que l'amour vainque toujours la haine. »« Madame Leclerc, merci de m'avoir appris que la sagesse se conquiert avec le cœur, pas avec les années. » Jean-Luc s'adressa aux autres enfants. « Florence, merci de m'avoir montré que le pardon guérit toutes les blessures. »« Lucie, merci de m'avoir appris que la justice se fait avec miracle, pas avec vengeance. »« Théo, merci de m'avoir montré que la vérité se raconte avec sensibilité. » Il regarda tous les autres enfants de la maison. « Et vous, mes enfants de cœur, merci de m'avoir appris que la famille se construit tous les jours avec de petits gestes d'affection. »« Et Lune et ses chiots ?» demanda un des plus petits enfants. « Ah oui !» Jean-Luc sourit. « Lune, merci de m'avoir appris que l'amour n'a pas besoin de mots, espoir, foi et miracle. Merci de continuer le travail de votre maman avec tant d'amour. » Les 3 petites chiennes remuèrent la queue comme si elles comprenaient le remerciement. « Maintenant, dit Madame Leclerc, c'est l'heure de mon remerciement. »« Lequel, grand-mère ?»« Merci Dieu de m'avoir donné une seconde chance d'être heureuse et de m'avoir donné la plus belle famille qu'une vieille femme puisse rêver. »« Deimo, andiela vicio, andasi. »« Amen, dirent-ils tous ensemble. Cette nuit-là, quand tous les enfants furent couchés, Jean-Luc, Loulou et Camille restèrent sur la terrasse à discuter. « Papa, dit Loulou, parfois je ne crois toujours pas tout ce qui s'est passé. »« Pourquoi, mon fils ? » ?»« Parce que quand j'étais enfant, je pensais que j'allais mourir seul et triste. Maintenant, j'ai une famille énorme et un travail que j'aime. »« Minus vicious, 25, in the air. »« Et moi, dit Camille, parfois je rêve encore que je suis dans la maison de tante Estelle, attendant que quelqu'un vienne me chercher. Puis, je me réveille, et je vois que je suis ici avec vous, et je me réjouis à nouveau. Vous savez ce qui est le plus incroyable de tout ça ? Demanda Jean-Luc. Quoi, papa ? C'est que notre histoire est encore en train de s'écrire. Dans 10 ans, nous aurons aidé beaucoup plus de familles. Vous serez des adultes accomplis. Vous aurez être vos propres enfants, et la fondation sera encore plus grande. Et grand-mère Leclerc ? Demanda Camille, inquiète. Grand-mère sera ici nous bénissant et nous donnant des conseils comme toujours. Papa, dit Loulou, je peux dire quelque chose ? Bien sûr.
Je crois que ma sœur Florence m'a appris quelque chose de très important quand nous étions petits. Quoi? Elle disait que quand on a un don, on doit l'utiliser pour aider d'autres personnes. Aujourd'hui, je comprends que mon don n'était pas seulement de trouver des personnes perdues, c'était de te trouver, toi et Camille, pour former notre famille. Et quel est mon don, Loulou? Demanda Camille. Ton don est d'apporter la paix aux personnes qui souffrent. C'est pour ça que tous ceux qui arrivent ici se sentent vite chez eux. Et le don de papa? Loulou réfléchit un instant. Le don de papa est de transformer la douleur en amour. Il a pris la douleur de t'avoir perdu et l'a transformée en amour pour des centaines d'enfants. Jean-Luc sentit ses yeux se remplir de larmes. Merci, mon fils. C'est le plus grand compliment que l'on m'ait fait. Papa, dit Camille, on pourrait faire une tradition. Quelle tradition? Chaque année, le jour où Loulou m'a trouvé, on pourrait venir ici sur la terrasse et remercier pour tout le bien qui s'est passé. J'adore l'idée. Nous allons l'appeler le jour de la gratitude de la famille Dubois et nous allons raconter des histoires de personnes que nous avons aidées pendant l'année, suggéra Loulou. Parfait. Notre première tradition officielle. Ils restèrent un moment de plus en silence, contemplant les étoiles. Papa, dit Loulou, vous croyez que quelque part au ciel, Lune et Sophie se rencontrent? Jean-Luc sourit de l'innocence de son fils. Je crois que oui, et je crois qu'elles nous bénissent. Et ma sœur Florence aussi est là-bas? Demanda Loulou. Quoi, Florence? Demanda Camille, confuse. Ah, c'est vrai, vous ne connaissez pas cette histoire, dit Loulou. Quand j'étais petit, j'avais une petite sœur bébé qui est partie quand elle n'avait que 6 mois. Sérieusement? Camille fut émue. Sérieusement, elle s'appelait aussi Florence. C'est pour ça que quand ma sœur aînée est née, maman lui a donné le même nom. Quelle belle histoire, dit Jean-Luc. Je suis sûr qu'elle nous protège toutes. Papa, dit Camille, je peux faire une confession? Toujours, mon amour. Parfois, maman me manque. Pas la maman qui m'a abandonné, mais la maman qui est restée ici, s'occupant des enfants ces derniers mois. C'est normal de ressentir le manque, Camille. Cela signifie que tu as un bon cœur. Vous, elle vous manque? Elle me manque la personne qu'elle est devenue à la fin, la personne qui a regretté et a essayé de réparer ses erreurs. Loulou, dit Camille, ta vie te manque avant de nous connaître? Loulou réfléchit un instant. La seule chose qui me manque, c'est l'espoir que j'avais de retrouver ma sœur Florence, mais je ne regrette pas d'être seul. Vous m'avez donné une famille bien meilleure que celle dont je rêvais. Jean-Luc regarda ses 2 enfants et ressentit une paix profonde dans son cœur. Vous savez ce qui me rend le plus fier de vous? Quoi? Demandèrent-ils ensemble. C'est que malgré tout ce que vous avez traversé, vous êtes devenus des personnes généreuses et pleines d'amour. Cela montre que vous avez une très grande force intérieure. Nous l'avons appris de vous, papa, dit Loulou. Et de grand-mère Leclerc, compléta Camille. Non, mes enfants, vous l'aviez déjà en vous. J'ai juste aidé à ce qu'elle fleurisse. Au petit matin, quand ils allèrent enfin se coucher, Jean-Luc passa dans les chambres, vérifiant que tous les enfants allaient bien. Dans la chambre de Camille, elle dormait, serrant un des chiots de Lune. Dans la chambre de Loulou, il étudiait encore, se préparant pour un congrès sur le dressage canin. Dans la chambre de Madame Leclerc, elle dormait avec un sourire sur le visage. Jean-Luc alla dans sa propre chambre, et avant de dormir, il ouvrit le tiroir de sa table de chevet. À l'intérieur, il gardait la première photo que Loulou avait prise de la famille réunie le jour où ils avaient trouvé Camille. Sur la photo, tous étaient heureux, mais encore méfiants, comme s'ils ne croyaient pas que c'était réel. Maintenant, 10 ans plus tard, cette méfiance s'était transformée en certitude. Ils étaient vraiment une famille. Jean-Luc remit la photo dans le tiroir et se coucha. Avant de s'endormir, il fit une prière silencieuse. Merci de m'avoir donné une seconde chance d'être père. Merci de m'avoir montré que la famille est celle que nous choisissons d'aimer. Et merci de m'avoir appris que même la plus grande tragédie peut se transformer en la plus grande bénédiction. Le lendemain matin, Jean-Luc se réveilla au son de rire provenant de la cuisine. Il descendit et trouva toute la famille préparant un petit déjeuner spécial. « Surprise, papa !» crièrent-ils tous quand il les vit. « Quelle surprise est-ce? Nous avons décidé de célébrer le premier jour de la gratitude avec un petit déjeuner spécial, » expliqua Florence. « Mais le jour de la gratitude, ce n'est pas demain? » « Nous n'avons pas pu attendre, » dit Camille en riant. « Nous étions très impatients de commencer la tradition. » Jean-Luc regarda autour de la table abondante et de la famille réunie. Lune troisième, la petite fille de Lune, était allongée à ses pieds. Madame Leclerc organisait les assiettes avec l'aide des plus jeunes enfants. Loulou et Florence discutaient d'un nouveau projet de la fondation. Lucie et Théo planifiaient une campagne de sensibilisation et Camille, sa fille perdue et retrouvée, coordonnait tout avec le plus beau sourire du monde. « Les amis, dit Jean-Luc, ému,
Je peux vous dire quelque chose. Bien sûr, papa. Si je devais revivre tout ça, je le revivrais exactement pareil. Car chaque moment de douleur m'a amené jusqu'ici et ici, c'est l'endroit le plus heureux du monde. Papa, dit Loulou, nous avons préparé une surprise pour vous. Une autre surprise? C'est une chanson que Camille a composée. Elle veut vous la chanter. Camille rougit de honte. Ce n'est rien d'extraordinaire. C'est juste une petite chanson simple. Chante, ma fille. Camille s'éclaircit la gorge et commença à chanter de sa douce voix. Il était une fois un papa qui a perdu sa petite fille. Il pleurait chaque jour en pensant à elle. Un enfant au bon cœur a dit « Ne pleure plus. Elle est bien vivante. » Et ainsi notre famille a commencé. Avec beaucoup d'amour, notre famille a grandi. Aujourd'hui, nous sommes nombreux, mais l'amour ne s'est pas divisé. Il s'est multiplié, il s'est multiplié. Famille de cœur, famille de vérité, famille que l'amour a construite. Quand elle eut fini, tous pleuraient d'émotion. « Camille, quelle belle chanson !» dit Jean-Luc en serrant sa fille dans ses bras. « C'est notre chanson officielle, papa. La chanson de la famille Dubois. » Parfait. Maintenant, nous sommes officiellement une famille complète. Nous avons une maison, des traditions, de la musique et beaucoup de miracles. « Et des chiens !» cria un des plus petits enfants. « Et des chiens aussi !» rit Jean-Luc. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-nous, qu'avez-vous pensé de l'histoire de Jean-Luc, Loulou et Camille? Pensez-vous que l'amour peut réellement réunir les familles? Laissez votre commentaire avec vos mots sincères. Votre opinion est très importante pour nous. Et n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci.